Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! La semaine de 4 heures, travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux. Par Timothy Ferriss. Lu par Jérôme Carrette. Préface à la 2e édition. La semaine de 4 heures, ou pour mieux dire, le projet du livre, a été refusé par 26 éditeurs sur 27. Et même une fois vendu, le président d'une grande librairie, et néanmoins partenaire commercial potentiel, m'a envoyé par courriel la liste des plus grands best-sellers de tous les temps, histoire d'enfoncer le clou, mon livre n'en ferait jamais partie. J'ai donc pris ma plus belle plume et fait ce que je savais faire. J'ai écrit ce livre en pensant à 2 de mes meilleurs amis, à leurs problèmes, qui étaient aussi les miens depuis longtemps, et je me suis concentré sur les options iconoclastes que j'avais expérimentées avec succès aux 4 coins de la planète. J'ai fait de mon mieux, bien sûr, pour que l'engouement naisse là où on ne l'attendait pas, mais sans grande conviction. J'ai espéré le meilleur et je me suis préparé au pire. Le 2 mai 2007, mon éditrice m'a appelé sur mon mobile. « Tim, ça y est, tu es sur la liste. » Le coup de fil me surprit à New York à la fin d'une journée harassante. Le livre était sorti 5 jours auparavant et je venais d'achever une série de plus de 20 interviews radio d'affilée qui avait débuté à 6 heures du matin. Fidèle à mes convictions, j'avais choisi, en guise de promotion, de faire en 2 jours la tournée des ondes radio. « Heather, je t'adore, mais sois gentille, ne te moque pas de moi. »« Je ne plaisante pas, Tim. Je te jure que c'est vrai. Félicitations, monsieur l'auteur d'un best-seller du New York Times !» Je me suis appuyé contre le mur et laissé glisser jusqu'au sol. J'ai fermé les yeux, souri et pris une longue inspiration. Les choses allaient changer. Tout allait changer. Art de vivre, de Dubaï à Berlin. Depuis, la semaine de 4 heures a été traduite en 35 langues. Le livre figure dans les classements des meilleures ventes depuis 2 ans et chaque mois qui passe apporte avec lui une nouvelle anecdote, une nouvelle découverte. De The Economist à la couverture du New York Times Style, des rues de Dubaï au café de Berlin, le mot d'ordre de ce nouvel art de vivre a traversé les cultures pour devenir un mouvement planétaire. Les idées du livre ont été démontées, réinventées et expérimentées bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Alors pourquoi diable cette nouvelle édition ? Parce que je savais que le livre pouvait être amélioré et qu'il y manquait un ingrédient, vous. Cette édition augmentée et mise à jour comporte plus de 100 pages de contenu inédit, nouvelles technologies, ressources testées en grandeur réelle et, plus important, des success stories bien réelles choisies parmi plus de 400 pages d'études de cas soumises par des lecteurs. Famille et étudiants ? PDG et vagabonds professionnels ? À vous de choisir. Il y a sûrement une histoire pour vous dont vous pouvez vous inspirer. Besoin d'un modèle pour négocier un accord de télétravail ? Une année tout frais payé en Argentine peut-être ? Il suffit de demander. Le blog Experiments in Lifestyle Design, www.4hourblog.com, a été lancé en même temps que le livre. En 6 mois, il figurait parmi les 1000 premiers blogs au monde sur plus de 120 millions. Des milliers de lecteurs y ont partagé outils et astuces de leur cru pour des résultats incroyables. Le blog est devenu le laboratoire que j'ai toujours voulu qu'il soit et je vous encourage à nous y rejoindre. Il méritait bien un nouveau chapitre, le meilleur du blog, florilège des billets les plus populaires. Sur le blog lui-même, vous trouverez des conseils venus de tous les horizons, de Warren Buffett, sérieusement, je l'ai repéré et je vous montrerai comment, au génie des échecs Josh Waitzkin. Un terrain de jeu pour tous ceux qui veulent expérimenter plus vite et mieux. Pas revue. Cette édition n'est pas une édition revue au sens où l'original serait obsolète. Après plus de 40 réimpressions aux États-Unis, petites fautes et autres erreurs typographiques ont été corrigées. Oui, c'est le premier grand remaniement, mais pour des raisons bien particulières. Les choses ont beaucoup changé depuis avril 2007. Les banques vacillent, les fonds de pension partent en fumée et le chômage atteint des sommets. Lecteurs fidèles et sceptiques ont demandé d'une même voix « Les principes et techniques proposés dans le livre peuvent-ils fonctionner dans un contexte de dépression ou de récession économique ?» Oui et oui. Le fait est que les questions que je soulevais avant la crise,
En quoi vos priorités et vos décisions changeraient-elles si vous pouviez ne jamais prendre votre retraite, par exemple, ne relève plus de la science-fiction. Des millions de personnes ont vu leur épargne fondre de 40% ou plus et rêvent aujourd'hui des options C et D. Peuvent-elles répartir leur retraite tout au long de la vie pour la rendre plus abordable? Aller s'installer quelques mois par an dans des pays comme le Costa Rica ou la Thaïlande pour démultiplier le pouvoir d'art de vivre de leur épargne? Vendre leurs services à des entreprises au Royaume-Uni pour profiter des différences de taux de change? Aujourd'hui, plus que jamais, la réponse à toutes ces questions est oui. Le concept d'art de vivre comme alternative au plan de carrière traditionnel est sain, pertinent. Plus flexible, il vous permet d'expérimenter différents styles de vie sans vous embarquer dans un plan de retraite à 10 ou 20 ans que des fluctuations de marché sur lesquelles vous n'avez aucune prise risquent de réduire à néant. Comment ne pas avoir envie d'explorer des pistes nouvelles et faire preuve de tolérance vis-à-vis de celles et ceux qui osent, quand les autres options, que l'on disait hier encore sans risque, ont pour beaucoup échoué. Lorsque tout et tous échouent, que coûte une petite excursion hors des sentiers battus? Généralement, zéro. Nada. Transportons-nous en 2011. Un recruteur vous interroge d'un air soupçonneux sur ce vide de 12 mois dans votre CV? Tout le monde se faisait virer et j'ai eu une occasion unique de voyager aux 4 coins du monde. C'était incroyable. Croyez-moi, s'il vous demande quoi que ce soit, ce sera comment faire la même chose. Les scripts et les scénarios de ce livre fonctionnent toujours. Facebook et LinkedIn, nés en pleine dépression post-2000 des dot-com, et ses autres enfants de la récession, Monopoly, Apple, Scrabble, KFC, Domino's Pizza, FedEx et Microsoft, c'est tout sauf un hasard. Les périodes de ralentissement économique apportent avec elles des infrastructures bradées, des talents d'exception à prix cassé et des campagnes de pub bon marché, toutes choses impossibles lorsque l'optimisme règne. Prendre une année sabbatique, créer votre entreprise, réinventer votre vie de salarié ou partir à la conquête de rêves que vous aviez remis à plus tard, jamais époque n'aura été plus propice pour expérimenter l'inhabituel. Au pire, que pourrait-il arriver? Je vous encourage vivement à ne pas oublier cette question à l'heure où vous commencerez à entrevoir les possibilités infinies qui existent en dehors de votre zone de confort. Cette période de panique collective est votre grande chance de goûter à l'inconnu. Partager ces 2 dernières années avec de formidables lecteurs du monde entier a été un honneur, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire cette nouvelle édition que j'en ai eu à la concocter. Je suis et demeurerai votre très humble élève, un abrazo fuerte, Tim Ferriss, San Francisco, Californie, 21 avril 2009. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres. Partir du bon pied. Petite foire aux questions à l'usage des sceptiques. Art de vivre, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Mais êtes-vous prêt à rayer mode de vie de votre vocabulaire pour le remplacer précisément par art de vivre? Probablement. Pour nous en assurer, examinons ensemble les doutes et les craintes qui assaillent ceux qui s'apprêtent à faire le grand saut pour rejoindre les nouveaux bienheureux. Faut-il que je quitte ou que je déteste mon travail? Dois-je avoir le goût du risque? Non, non et non. Utiliser les pouvoirs du Jedi pour disparaître de votre bureau ou inventer des activités pour financer votre art de vivre, il y a des chemins de toutes les couleurs pour tous les goûts. Comment, quand on est salarié d'une grande entreprise, partons explorer les merveilles cachées de la Chine pendant 1 mois et en appelle-t-on à la technologie pour n'en rien laisser savoir? Comment crée-t-on une entreprise qui marche toute seule et vous rapporte 80 000 € par mois? Vous saurez tout. Faut-il que je sois jeune et célibataire? Absolument pas. Ce livre s'adresse à tous ceux qui en ont assez de remettre leur vie à demain et ont envie d'en déguster les fruits ici et maintenant. Du jeune homme de 21 ans qui conduit une Lamborghini à la mère célibataire qui a parcouru le monde pendant 5 mois avec ses 2 enfants, l'aventure, comme on le verra, est ouverte à tous. Si vous en avez assez de l'ordinaire et si vous êtes prêt à entrer dans un monde d'options infinies, ce livre est pour vous. Devrais-je voyager? C'est seulement de plus de temps dont j'ai envie. Non. C'est une option parmi d'autres, rien de plus. L'objectif est de vous rendre libre de votre temps et de vos mouvements. À vous ensuite d'utiliser cette liberté comme bon vous semble. Faut-il que je sois né riche? Non. Mes parents n'ont jamais gagné plus de 50 000 € par an à eux deux et je travaille depuis l'âge de 14 ans. Je ne suis pas Rockefeller
et vous n'avez pas non plus besoin de l'être. Dois-je être diplômé d'une grande école? Pas du tout. La plupart des modèles que nous croisons dans ce livre n'ont pas usé leur jeunesse sur les bancs où se forment les élites, et certains ont même abandonné leurs études. Les grandes écoles et autres universités prestigieuses sont des endroits formidables, mais ne pas sortir de l'une d'elles présente des avantages méconnus. Aux diplômés des meilleures écoles, les postes à haut revenu et 80 heures de travail la semaine. Or, 15 à 30 années de labeur qui vous broient l'âme, point de salut. C'est en tout cas ce que l'on a réussi à nous faire croire. Ce que j'en sais, je suis passé par là et j'ai vu les ravages. Il est temps de changer le cours des choses. Mon histoire et pourquoi vous avez besoin de ce livre. Chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de vous arrêter et de réfléchir. Mark Twain. Quiconque vit selon ses moyens souffre d'un manque d'imagination. Oscar Wilde. Mains moites et cœur battant, je fixais obstinément le sol, essayant d'échapper à la lumière aveuglante des spots. Je faisais, soi-disant, partie des meilleurs du monde, mais de toute évidence, mon cerveau n'avait pas enregistré l'information. Ma partenaire Alicia se dandinait d'un pied sur l'autre pendant que nous attendions, alignés avec 9 autres couples, sélectionnés parmi plus de 1000 concurrents de 29 pays et 4 continents. C'était le dernier jour des demi-finales du championnat mondial de tango, l'heure de notre dernier passage devant les juges, les caméras de télévision et le public en délire. Les autres couples travaillaient en moyenne ensemble depuis 15 ans. Pour nous, c'était l'apogée de 5 mois d'entraînement non-stop, 6 heures par jour. Le grand moment avait enfin sonné. « Comment te sens-tu » me demanda Alicia, danseuse professionnelle chevronnée, dans son délicieux espagnol argentin. « Au poil, mort de trouille. Laissons-nous porter par la musique, oublions la foule, d'ailleurs, ils ne sont même pas là. » Ce n'était pas tout à fait vrai. Ils étaient bien là, 50 000 spectateurs et coordinateurs, dans le plus grand hall d'exposition de Buenos Aires, la Rurale. Mais à travers l'épais rideau de la fumée des cigarettes, on distinguait à peine la gigantesque masse ondoyante qui avait pris possession des tribunes et du moindre espace disponible, à l'exception du rectangle sacré de 9 mètres sur 12 au beau milieu. J'ajustais mon costume à fine rayure et tripotais mon mouchoir en soie bleue, essayant vainement de me calmer. « Tu es anxieux ?»« Non, excité, impatient. Je veux danser, c'est tout. »« Numéro 152, ça va être à vous. » Notre chaperon avait fait son travail. Maintenant, c'était à nous de jouer. Je chuchotais une de nos plaisanteries à Alicia, comme nous prenions place sur l'estrade en bois. « Tranquilo. Pas de panique. » Elle a ri, et à cet instant précis, je me suis dit « Bon sang, mais qu'est-ce que je serais en train de faire en ce moment si je n'avais pas quitté mon travail et les États-Unis il y a un an ?» Cette pensée disparut aussi vite qu'elle était venue lorsque la voix du présentateur résonna dans les haut-parleurs et que la foule rugit à l'unisson « Pareja numéro 152, Timothy Ferris et Alicia Monti, Ciudad de Buenos Aires. » C'était à nous, et j'étais aux anges. Il m'est difficile désormais de répondre à la sacro-sainte question, et c'est heureux, autrement vous n'auriez pas ce livre entre les mains. Alors, qu'est-ce que tu fais? En supposant que vous réussissiez à me localiser, pas facile, je vous répondrais, encore que je préférais que vous ne me posiez pas la question, que je suis en train de faire de la moto en Europe, de la plongée sous-marine dans les eaux transparentes d'une île privée à Panama, que je me repose sous un palmier entre 2 leçons de kickboxing en Thaïlande, ou que je danse le tango à Buenos Aires. Toute la beauté de la chose, c'est que je ne suis pas multimillionnaire et que peu me chaud de le devenir. J'ai toujours rechigné à répondre à cette question mondaine parce qu'elle est symptomatique d'une épidémie qui m'a longtemps gangrené moi aussi, réduire l'individu à son travail. Si quelqu'un me pose aujourd'hui la question et que ce quelqu'un a vraiment envie de connaître la réponse, j'explique très simplement les mystères de mon mode de vie. Je vends de la drogue. La conversation, inutile de le préciser, va rarement plus loin. Cela dit, ce n'est pas tout à fait vrai. La vérité vraie serait beaucoup trop longue à expliquer. Comment pourrais-je expliquer que ce que je fais de mon temps et ce que je fais pour gagner de l'argent sont des choses complètement différentes? Que je travaille moins de 4 heures par semaine et que je gagne plus par mois que ce que je gagnais avant en un an. Pour la première fois, je vais vous raconter la vraie histoire. Elle parle d'une communauté discrète d'individus, celle des nouveaux bienheureux. Quelle est la différence entre un millionnaire qui vit dans un igloo et un salarié qui vit dans un cube? Le millionnaire suit d'autres règles du jeu.
Comment un homme qui travaille depuis toujours dans une grosse boîte prend-il la poudre d'escampette pour parcourir le monde pendant un mois sans que son boss s'en rende compte? Il utilise la baguette magique de la technologie. L'or a perdu de son éclat. Les nouveaux bienheureux, NB, sont ceux qui renoncent au mode de vie « ça ira mieux demain ». Comprendre, à l'heure de la retraite, pour inventer aujourd'hui leur art de vivre grâce à une nouvelle unité de change, le temps et la mobilité. Inventer cet art de vivre tient tout autant de l'art que de la science. J'ai passé les 3 dernières années à voyager parmi ceux qui vivent dans des mondes dont, pour l'instant, vous ne soupçonnez même pas l'existence. Au lieu de haïr la réalité, je vous montrerai comment la plier à votre volonté. C'est plus facile qu'il n'y paraît. Le voyage qui a transformé l'employé du bureau carrément surmené et gravement sous-payé que j'étais en nouveau bienheureux dépasse la fiction, mais il est aussi, maintenant que j'en ai déchiffré le code, facile à reproduire. Il y a une recette. La vie est dure, admettons souvent avec une forme de fatalisme. Ah oui? Et au nom de quoi en irait-il ainsi? Cette fatalité-là n'en est pas une, malgré tous les efforts que nous, mon ancien moi y compris, avons fait pour nous en convaincre et nous soumettre à la corvée du 9h-19h en échange, parfois, de week-ends relaxants et de vacances épisodiques et pas trop longues, sans ça vous êtes viré. La vérité, à tout le moins celle que je vis et que je vous ferai partager avec ce livre, est bien différente. Je vous montrerai comment un petit underground pratique de la dextérité économique, jouer habilement des taux de change ou externaliser sa vie de A à Z pour faire ce que le commun des mortels considère comme impossible. Si vous êtes en train d'écouter ce livre, c'est très probablement que vous n'avez pas envie de rester assis derrière un bureau jusqu'à 65 ans. Que vous rêviez d'échapper au métro boulot dodo, de vagabonder dans l'imaginaire de la vie réelle, de parcourir le monde, d'établir des records ou tout simplement d'un changement de carrière radical, ce livre vous donnera tous les outils dont vous avez besoin pour vivre votre rêve, ici et maintenant, et non à l'heure mythique et hypothétique de la retraite. Il est possible de recueillir les récompenses d'une vie de dur labeur sans attendre jusqu'au bout. Comment? Tout commence par une distinction bête comme chou, à côté de laquelle passent la plupart des gens et que j'ai moi-même ignorée pendant 25 ans. Les gens n'ont pas envie d'être millionnaires. Ils veulent vivre ce qu'ils pensent que seuls les millions peuvent acheter. Chalets au sport d'hiver, personnel de maison et voyages exotiques font souvent partie du tableau. Ou peut-être enduire votre ventre de beurre de noix de coco, allongé dans un hamac, en écoutant les vagues qui viennent se briser contre la terrasse de votre bungalow au toit de palme? Pas désagréable. Le rêve, ce n'est pas d'avoir 1 million d'euros en banque. Le rêve, c'est la liberté totale de mode de vie que ce million est censé rendre possible. Dès lors, la question est comment vivre une vie de liberté totale sans avoir 1 million d'euros à la banque? Au cours des 5 dernières années, j'ai répondu à cette question pour moi-même et ce livre y répondra pour vous. Je vous montrerai précisément comment j'ai dissocié temps et revenus et créé ce faisant mon art de vivre, voyageant de par le monde et dégustant ce que la planète a de meilleur à offrir. Comment diable suis-je passé de 14 heures de travail par jour et 40 000 euros par an à des semaines de 4 heures et plus de 40 000 euros par mois? Tout a débuté, allez comprendre, dans une classe d'étudiants en passe de devenir banquier d'affaires. En 2002, Ed Shaw, super mentor et mon ancien professeur d'entrepreneuriat high-tech à Princeton, m'a demandé de revenir et de parler à ses étudiants de mes aventures professionnelles dans le monde réel. Des multimilliardaires intervenaient régulièrement devant les étudiants et, bien qu'ayant une entreprise hautement lucrative de compléments alimentaires pour le sport, je ne jouais pas franchement dans la même catégorie. En réfléchissant à la question, cependant, il m'est bientôt apparu que l'objectif de tout le monde semblait être de bâtir de grandes sociétés rentables pour les vendre à prix d'or et puis profiter de la vie. Rien à dire. Sauf qu'une question était totalement absente du tableau. Pourquoi se lancer là-dedans? Quel trésor peut bien justifier que l'on passe les meilleures années de sa vie à espérer que le bonheur finisse par arriver? Et donc, les interventions que j'ai finalement concoctées, sous le titre « Vendre de la drogue pour le plaisir et l'argent », reposaient sur un principe simple. Mettre à l'épreuve les hypothèses les plus élémentaires de l'équation traditionnelle vie-travail. En quoi vos décisions seraient-elles différentes si la retraite n'était pas une option? Que se passerait-il si vous pouviez utiliser une retraite miniature pour goûter aux récompenses promises par une vie de labeur avant de travailler 40 ans pour les obtenir? Est-il vraiment nécessaire de se tuer au travail pour vivre comme un millionnaire? J'étais alors bien loin de me douter sur quel chemin allaient m'entraîner ces questions. Résultat des courses?
les règles ordinaires du monde réel sont une fragile accumulation d'illusions entretenues par la société. Ce livre vous apprendra à voir et à saisir des options que les autres ne voient pas. Qu'est-ce que ce livre a de particulier? Pour commencer, je ne vais pas m'étendre sur le problème. Je vais partir de l'hypothèse que vous souffrez d'un manque de temps chronique, d'une frousse de tous les diables ou, le pire scénario, d'une existence acceptable et d'un travail confortable qui ne vous apporte aucune satisfaction. Ce dernier mal est le plus courant et le plus insidieux. Ensuite, ce livre ne parle pas d'épargne et ne vous recommandera pas de renoncer à votre verre de vin rouge quotidien pour 1 million d'euros dans 50 ans. Je choisis sans hésiter le verre de vin. Je ne vous demanderai pas de choisir entre le plaisir aujourd'hui et l'argent demain. Je suis convaincu que vous pouvez avoir les deux maintenant. L'objectif, du bon temps et de l'argent. Enfin, ce livre ne vous aidera pas à trouver le boulot de vos rêves. Je pars de l'hypothèse que, pour la plupart des êtres humains, entre 6 et 7 milliards d'entre eux, le boulot idéal est celui qui prend le moins de temps. La vaste majorité des individus ne trouveront jamais un travail qui puisse être une source inépuisable de satisfaction. Ce but, donc, n'en est pas un. Notre but, c'est de libérer du temps et d'automatiser les revenus. Chacun de mes séminaires débute par le même rituel. Faire comprendre aux étudiants une vérité élémentaire. La réalité est négociable. Science et loi exceptées, toutes les règles peuvent être contournées ou enfreintes sans pour autant devenir un truand. Les nouveaux bienheureux sont des négociateurs en puissance. Les étapes et stratégies du processus qui vous ouvrira les portes de leur royaume peuvent produire des résultats incroyables que vous soyez salarié ou entrepreneur. Pourrez-vous faire tout ce que j'ai fait si vous avez un patron? Non. Pouvez-vous utiliser les principes que j'ai utilisés pour multiplier par 2 vos revenus, diviser par 2 vos heures de travail ou, à tout le moins, multiplier par 2 votre nombre de jours de congé? Absolument. Voici donc le processus que vous allez utiliser pour vous réinventer. Découvrir les nouvelles règles du jeu. Un coup de pied dans la fourmilière des idées fausses qui nous gouvernent, où l'on tire un trait sur les hypothèses qui produisent l'inverse de l'effet recherché et où l'on découvre des concepts comme la richesse relative et le stress positif. Qui sont les nouveaux bienheureux et comment fonctionnent-ils? Comme son nom l'indique, cette partie définit les fondamentaux de l'art de vivre, la recette générale si vous préférez, avant d'y ajouter les 3 ingrédients, à savoir faire le ménage. La gestion du temps est morte, vive l'élimination des tâches inutiles. Vous découvrirez comment j'ai utilisé les mots d'un économiste italien souvent oublié pour transformer des journées de 12 heures en journées de 2 heures en 2 jours. Et apprendrez à multiplier par 10 ou plus vos résultats horaires grâce aux techniques inédites des nouveaux bienheureux pour cultiver l'ignorance sélective, se mettre au régime sec d'information et plus généralement, laisser de côté ce qui n'est pas important. Cette partie nous fournit le premier des 3 ingrédients de l'art de vivre, le temps. Installer le pilote automatique en utilisant l'arbitrage géographique, l'externalisation et les règles de la non-décision. Les routines des nouveaux bienheureux les plus heureux n'auront plus de secret pour vous. Nous voilà pourvus du 2e ingrédient de l'art de vivre, le revenu. Briser les chaînes est le manifeste de la mobilité de l'amateur de mondialisation, où l'on explore le concept de retraite modèle réduit et les moyens de tout contrôler à distance sur le bout des doigts et d'échapper à son chef. Ce n'est pas de voyage au rabais dont il est question, mais de rompre pour toujours les amarres qui vous enchaînent à un lieu unique. Cette partie apporte le 3e et dernier ingrédient de l'art de vivre, la mobilité. Je me dois de souligner que la plupart des patrons sont tout sauf ravis que vous passiez moins d'1 heure par jour au bureau. Ceux d'entre vous qui sont salariés doivent donc écouter les étapes dans l'ordre entrepreneurial du livre, mais les mettre en œuvre dans un ordre différent. Si vous décidez de conserver votre emploi actuel, vous devez conquérir la liberté du lieu avant de pouvoir réduire vos heures de travail de 80%, c'est-à-dire briser les chaînes avant d'installer le pilote automatique. Même si vous n'avez jamais envisagé de devenir chef d'entreprise, le processus fera de vous un entrepreneur dans le plus pur sens du terme, tel que l'a défini pour la première fois l'économiste français Jean-Baptiste Say. Celui qui fait le choix de placer son investissement dans les secteurs où les espérances de profit sont les plus importantes. Une dernière précision. Ce que je recommande semblera souvent impossible, voire choquant au regard du bon sens élémentaire. C'est fait pour. Alors allez-y, goûtez à ces nouveaux concepts, juste histoire de voir la réalité autrement. Mais je vous préviens, si vous descendez dans le terrier du lapin, vous n'en reviendrez jamais. Inspirez profondément
et laissez-moi vous faire découvrir mon monde. Et n'oubliez pas, tranquilo. Prenez du temps, le reste suivra. Tim Ferriss, Tokyo, Japon, 29 septembre 2006. Chronologie d'une pathologie. Un expert est une personne qui a commis toutes les erreurs possibles dans un domaine très restreint. Niels Bohr. D'ordinaire, il était fou, mais il avait des moments de lucidité où il était simplement stupide. Heinrich Heine. Ce livre vous enseignera les principes que j'ai utilisés pour devenir maître de conférences en création d'entreprises high-tech à l'université de Princeton. Le premier Américain à avoir inscrit son nom au palmarès du livre des records dans la catégorie Tango. Conseiller de plus de 30 détenteurs des records du monde dans des sports professionnels et olympiques. Roi de l'autopromotion pour l'année 2008 selon le magazine Wired. Champion de kickboxing. Archer à cheval, Yabusame, à Nikko, au Japon. Activiste et chercheur en asile politique. Danseur de break pour la chaîne musicale MTV à Taïwan. Joueur de hurling en Irlande. Acteur dans des séries télé à succès en Chine et à Hong Kong. Le chemin qui m'a conduit jusque-là est nettement moins glamour. 1977. Je vois le jour 6 semaines avant terme, on me donne 10% de chance de vivre. Je choisis de survivre et je deviens tellement gras que je ne peux pas me mettre sur le ventre. Un déséquilibre musculaire des yeux me vaut un strabisme divergent et ma mère me surnomme tendrement Poisson-Lune. Jusque-là, tout va bien. 1983. Je manque d'échouer au jardin d'enfants parce que je refuse d'apprendre l'alphabet. Mon institutrice refuse de m'expliquer ce que j'aurai à y gagner. C'est moi l'instit, tu fais ce que je te dis. Je lui rétorque que c'est débile et lui demande qu'elle me fiche la paix. Elle ne voit pas que je suis en train de dessiner des requins? Elle préfère m'envoyer au coin et me fait manger une savonnette. Début du mépris pour l'autorité. 1991. Mon premier boulot. Ah, les souvenirs. Je suis engagé au salaire minimum comme garçon de ménage chez un marchand de glace et je ne tarde pas à me rendre compte que les méthodes du grand chef manquent cruellement d'efficacité. Je fais donc à mon idée, termine en 1 heure au lieu de 8 et passe le reste du temps à lire des magazines de kung-fu et à m'entraîner au karaté dehors. Je suis viré en un temps record de 3 jours au son de « Peut-être qu'un jour tu comprendras la valeur du travail et de l'effort ». Apparemment pas. 1993. Je me porte volontaire pour un programme d'échange d'1 an au Japon où les gens se tuent au travail, phénomène connu sous le nom de karoshi, et dont on dit qu'ils veulent être shintoïstes quand ils naissent, chrétiens quand ils se marient et bouddhistes quand ils meurent. J'en déduis que la plupart des êtres humains ne savent pas où ils en sont. Un soir, au lieu de demander à ma mère d'accueil de me réveiller, Okosu, le lendemain matin, je lui dis de me violer sauvagement, Okasu. Elle est toute désorientée. 1996. Je réussis à me faufiler à Princeton sans me faire remarquer, malgré des notes inférieures de 40% à la moyenne à l'examen d'entrée et les recommandations de mon conseiller d'orientation qui m'enjoint d'être réaliste. J'en conclus que la réalité, ce n'est pas mon truc. Je me lance dans les neurosciences avant de m'orienter vers les études orientales pour ne pas avoir à mettre de prise d'imprimante sur la tête de chat. 1997. À moi les millions. Je crée un livre audio intitulé « Comment j'ai eu raison des grandes écoles ». J'investis l'intégralité des émoluments de 3 jobs d'été pour fabriquer 500 cassettes et je me donne un mal fou pour en vendre très exactement 0. Je n'autoriserai ma mère à s'en débarrasser qu'en 2006, tout juste 9 ans de déni plus tard. Voilà ce qu'on récolte quand on souffre d'un excès de confiance en soi injustifié. 1998. Après avoir vu un ami se faire démolir par 4 lanceurs de poids, je rends mon tablier de videur, le boulot le plus rémunérateur du campus, et je crée un séminaire de lecture rapide. Je couvre les murs du campus d'affichettes vert fluo minables qui disent « Multipliez votre vitesse de lecture par 3 en 3 heures ». Affichettes que les étudiants pur jus de Princeton gribouillent de « bidon rageur ». Je vends 32 places à $50 pour le séminaire de 3 heures. À $533 de l'heure, la preuve est faite que trouver un marché avant de concevoir un produit est plus judicieux que l'inverse. 2 mois plus tard, la lecture rapide m'ennuie à mourir et je ferme boutique. Je hais les services, ce qu'il me faut, c'est un produit à expédier. Automne 1998. Une controverse de tous les diables concernant ma thèse et la peur panique de devenir banquier d'affaires me conduisent au suicide universitaire et à informer le bureau des inscriptions que je quitte l'université jusqu'à nouvel ordre. Mon père est convaincu que je n'y remettrai jamais les pieds et moi que ma vie est foutue.
Ma mère pense que ce n'est pas très grave et qu'il n'y a aucune raison d'en faire tout un plat. Printemps 1999. En 3 mois, je deviens successivement rédacteur de CV chez Berlitz et analyste dans une société de recherche sur l'asile politique qui compte 3 personnes avant de claquer la porte. Je décide alors, en toute logique, de mettre le cap sur Taïwan pour créer à partir de rien une chaîne de salles de gymnastique. Mais je ne fais pas le poids face aux triades, la mafia chinoise. Je rentre d'effet aux États-Unis et je décide d'apprendre le kickboxing pour remporter 4 semaines plus tard le championnat national avec le style le plus laid et le moins orthodoxe qu'on ait jamais vu. Automne 2000. Ma confiance en moi retrouvée et ma thèse totalement en friche, je reprends le chemin de Princeton. Ma vie ne s'arrête pas et il semblerait même que mon année sabbatique ait joué en ma faveur. Les 20-25 ans sont désormais dotés de pouvoirs époustouflants. Un ami vend son entreprise pour 450 millions de dollars et je décide, mon diplôme en poche, de prendre la route de l'Ouest, cap sur le soleil de la Californie pour gagner mes milliards. En dépit du marché du travail le plus chaud de l'histoire du monde, je me débrouille pour rester sans boulot pendant 3 mois, jusqu'à ce que je joue mon va-tout et envoie 32 courriels successifs au PDG d'une start-up. Il finit par céder et m'embauche au service commercial. Printemps 2001. De petites sociétés inconnues de 15 personnes, TrueSAM Networks est devenue la première société privée de stockage de données. Comment diable définit-on un tel classement? Avec 150 collaborateurs. Mais qu'est-ce qu'ils font tous? Un nouveau directeur commercial m'enjoint de commencer par la lettre A dans l'annuaire et de faire rentrer la monnaie. Je lui demande avec le plus de tact possible pourquoi on est obligé d'employer des méthodes débiles. Il me répond « parce que je le dis ». Mauvais début. Automne 2001. 1 an de journée de travail de 12 heures plus tard, je découvre que je suis la 2e personne la plus mal payée de la société après la réceptionniste. Je riposte en surfant agressivement sur le web à plein temps. Une après-midi, à court de clips vidéo obscènes à envoyer, j'explore les arcanes de la création d'une société de compléments alimentaires pour les sportifs. Il se révèle qu'on peut tout externaliser, de la fabrication à la pub. 15 jours et un découvert de 5 000 € plus tard, mon premier lot est en production et mon site web opérationnel. Ça tombe bien, je me fais virer exactement 1 semaine plus tard. 2002-2003. Brand Quicken LLC, BQ, a décollé et je gagne désormais plus de 40 000 € par mois au lieu de 40 000 € par an. Le seul problème, c'est que je déteste la vie que je mène et que je travaille plus de 12 heures par jour, 7 jours sur 7. L'impasse. Je prends 1 semaine de vacances à Florence en Italie avec ma famille et je passe mes journées à me prendre la tête dans un cybercafé. Je commence à enseigner aux étudiants de Princeton comment créer des entreprises qui réussissent, comprendre, profitables. Hiver 2004. L'impossible se produit et je suis contacté par une société de production d'émissions de téléachat et par un conglomérat israélien, tous deux désireux d'acheter mon bébé Brand Quicken. Je simplifie, élimine et fais tout ce qu'il faut pour que la boutique puisse tourner sans moi. Par miracle, BQ ne s'écoule pas, mais les 2 négociations capotent. Retour à la case départ. Quelque temps plus tard, les 2 entreprises essayent de copier mes produits et perdent des millions de dollars. Juin 2004. C'est décidé, il faut que je m'évade si je ne veux pas connaître le même sort qu'Howard Hughes. Et tant pis si la société explose. Je bouleverse tout et puis, sac à dos à la main, direction l'aéroport où j'achète le premier aller simple pour l'Europe que je trouve. J'atterris à Londres et envisage de continuer vers l'Espagne pour 4 semaines de rechargement de batterie avant de reprendre le chemin des mines de sel. J'entame ma décompression par une dépression nerveuse le premier matin. Juillet 2004-2005. Les 4 semaines se transforment en 8 semaines et je décide de rester à l'étranger indéfiniment pour un examen de fin d'études en automatisation et mode de vie expérimental, limitant les courriels à 1 heure tous les lundis matins. Je ne me suis pas plutôt extrait du circuit que les bénéfices augmentent de 40%. Que diable fait-on quand on n'a plus le travail comme excuse pour être hyperactif et éviter les questions importantes? On meurt de trouille et on serre les fesses, apparemment. Septembre 2006. Je rentre aux États-Unis dans un état étrange, plutôt zen, après avoir méthodiquement détruit toutes les idées que j'avais sur ce qui peut et ne peut pas être fait. Vendre de la drogue pour le fun et la thune s'est transformé en leçon d'art de vivre. Le nouveau message est simple. J'ai vu la terre promise et devinez quoi? On peut tout avoir. Étape 1. Découvrir les nouvelles règles du jeu.
La réalité n'est qu'une illusion, bien que très tenace. Albert Einstein. Chapitre 1. Avertissement et comparaison. Comment claquer 1 million d'euros en une nuit? Ces individus ont des richesses, juste comme nous disons que nous avons la fièvre, alors que c'est la fièvre qui nous possède. Sénèque. J'ai également à l'esprit cette classe apparemment riche, mais la plus pauvre de toutes, qui a accumulé des scories, mais ne sait pas comment s'en servir, ou s'en débarrasser, et a ainsi forgé elle-même ses chaînes d'or ou d'argent. Henri David Thoreau. 1h du matin, 30 000 pieds au-dessus de Las Vegas. Passablement ivre, ses amis s'étaient assoupis. Nous deux mis à part, tout le monde dormait dans la cabine de première classe. Il tendit la main pour se présenter, et une énorme bague de diamants, digne d'un dessin animé, surgit de l'éther comme ses doigts traversaient le halo de ma veilleuse. Marc était un magnat, un vrai de vrai. Station-service, épicerie, salle de jeu, il avait tour à tour régné sur ses différentes activités dans sa région natale. Il n'était pas rare, confessa-t-il dans un demi-sourire, que lui et ses acolytes du week-end perdissent 500 000 à 1 million d'euros en 2 jours à Las Vegas, chacun. Pas mal. Il se redressa dans son siège comme la conversation glissait sur mes voyages, mais j'étais nettement plus intéressé par son incroyable palmarès de machines à euros. Laquelle de vos activités avez-vous préférée? La réponse fusa « Aucune ». Il m'expliqua qu'il avait passé plus de 30 ans avec des gens qu'il n'aimait pas à acheter des choses dont il n'avait pas besoin. Sa vie était devenue une succession de femmes trophées. Comme le veut le dicton, il en était à la 3e. Voitures hors de prix et autres vains exploits. Marc faisait partie des morts-vivants. C'est très exactement ce que nous souhaitons éviter, venir grossir les rangs des morts-vivants. Pommes et oranges, une comparaison. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui sépare les nouveaux bienheureux, NB, dont le maître mot est choix, des remetteurs à deux mains, RD, ceux qui gardent tout pour la fin et découvrent alors qu'ils n'ont pas vécu? Ça commence au commencement. Les nouveaux bienheureux se distinguent de la masse par leur but, qui reflète des priorités et des philosophies de vie particulières. Vous noterez les implications spectaculaires que peuvent avoir de subtiles différences de formulation quant aux actions à entreprendre pour atteindre des objectifs qui pourraient à première vue apparaître comme identiques. Ils ne concernent pas seulement les entrepreneurs. Même le premier, comme j'y reviendrai, s'applique aux salariés. RD, travailler pour soi. NB, avoir des gens qui travaillent pour vous. RD, travailler quand vous voulez. NB, bannir le travail pour le travail et faire le minimum nécessaire pour un effet maximum. Charge efficace minimale. RD, prendre sa retraite tôt ou jeune. NB, répartir période de détente et aventure, mini-retraite, à intervalles réguliers tout au long de la vie et admettre que l'inactivité n'est pas le but. Faire ce qui vous enthousiasme, voilà le but. RD, acheter toutes les choses que vous avez envie de posséder. NB, faire toutes les choses que vous avez envie de faire et être toutes les choses que vous voulez être. S'il y faut quelques outils et gadgets, ma foi, allez-y. Mais n'oubliez pas, ils ne sont rien d'autre que des moyens ou des cerises sur le gâteau. RD, être le patron, pas le salarié. Avoir les commandes. NB, n'être ni le patron ni le salarié, mais le propriétaire. Posséder les trains et avoir quelqu'un qui veille à ce qu'ils soient à l'heure. RD, gagner des tonnes d'argent. NB, gagner des tonnes d'argent pour des raisons précises et avec des rêves précis à réaliser, date et étape incluses. Pourquoi travaillez-vous? RD, avoir plus. NB, avoir plus de qualité et moins de monceaux de choses inutiles. Disposer de réserves financières conséquentes, mais admettre que la plupart des désirs matériels ne sont qu'un prétexte pour passer du temps sur des choses qui n'ont pas réellement d'importance. Acheter et se préparer à acheter, par exemple. Vous avez passé 15 jours à négocier votre nouvelle voiture avec le concessionnaire et obtenu un rabais de 10 000 euros? Génial. Votre vie a-t-elle un but? Apportez-vous quoi que ce soit d'utile à ce monde ou vous contentez-vous de brasser des papiers, de marteler un clavier d'ordinateur et de retrouver vos pantoufles d'ivrogne le week-end? RD, décrocher le gros lot, par une introduction en bourse, une acquisition, la retraite ou autre chose. NB, voir grand, mais veiller à ce que ce soit jour de paye tous les jours. La trésorerie d'abord, le jackpot ensuite. RD, le droit de ne pas faire ce que vous n'aimez pas.
NB, le droit de ne pas faire ce que vous n'aimez pas, mais aussi la liberté et la détermination de vous consacrer à vos rêves sans retomber dans le travail pour le travail. Après des années passées à faire toujours la même chose, il vous faudra souvent creuser très profond pour trouver vos passions, redéfinir vos rêves et raviver les hobbies que vous avez laissés s'atrophier jusqu'à disparition complète ou presque. L'objectif n'est pas simplement d'éliminer le mauvais, mais de vous mettre en quête de ce que le monde a de meilleur et de le vivre. Descendre du mauvais train. Le premier principe, c'est de ne pas se duper soi-même. Or, vous êtes la personne la plus facile à duper. Richard P. Feynman. Ça suffit comme ça. Ras-le-bol de faire le mouton. La quête aveugle de l'argent est une quête vaine. J'ai convoyé des avions privés au-dessus des Andes, goûté au meilleur vin du monde entre 2 descentes de ski de classe mondiale et vécu comme un roi, apparaissez au bord de la piscine infinie d'une villa privée. Voici le petit secret que je dévoile rarement. Tout cela coûte moins cher qu'un loyer là où vous vivez. Quand votre temps vous appartient et que vous n'êtes pas enchaîné à un lieu, votre argent vaut automatiquement 3 à 10 fois plus. Cela n'a rien à voir avec les taux de change. Être riche financièrement et avoir la capacité de vivre comme un millionnaire sont 2 choses fondamentalement très différentes. La valeur pratique de l'argent est multipliée en fonction du nombre de Q et de O que vous contrôlez dans votre vie. Quoi? Ce que vous faites? Quand? Où? Et avec qui? J'appelle ça le multiplicateur de liberté. Sur la base de ce critère, le banquier d'affaires qui travaille 80 heures par semaine et gagne 500 000 € par an est moins puissant que le salarié NB qui travaille 4 fois moins pour 40 000 € mais qui est totalement libre de choisir quand, où et comment il vit. L'un dans l'autre, quand on analyse ce que chacun retire de son argent en termes de mode de vie, les 500 000 € du premier peuvent valoir moins de 40 000 € et les 40 000 € du second valoir plus de 500 000 €. La capacité de choisir, voilà le véritable pouvoir. Et telle est bien la raison de ce livre. Vous apprendre à repérer et à créer ces options au moindre effort et au moindre coût. Il se trouve juste que, paradoxalement, vous pouvez aussi gagner plus d'argent, beaucoup plus d'argent, en travaillant 2 fois moins qu'aujourd'hui. Alors, qui sont les nouveaux bienheureux? Le salarié qui réorganise son emploi du temps et négocie avec son chef un accord de télétravail pour réaliser 90% des résultats en un dixième du temps, ce qui le laisse libre de pratiquer le ski de fond et de partir en balade avec sa famille 15 jours par mois. La chef d'entreprise qui tire un trait sur les clients et les projets les moins rentables externalise entièrement toutes les opérations et parcourt le monde à la recherche de documents rares tout en travaillant à distance sur un site web pour présenter son travail d'illustratrice. L'étudiant qui choisit de tout risquer, c'est-à-dire rien, pour créer un service de location de vidéos en ligne qui lui rapporte 5 000 € par mois grâce à une petite niche d'aficionados du Blu-ray, une activité secondaire à laquelle il consacre 2 heures par semaine et qui lui permet de travailler à plein temps comme défenseur des droits des animaux. Les options sont infinies, mais chaque chemin débute par le même premier pas, changer les hypothèses de base. Pour faire partie de la bande, vous devrez apprendre un nouveau lexique et redéfinir votre destination à l'aide d'une boussole pour un monde inhabituel. Inventer de nouvelles règles, jeter par-dessus bord la notion de réussite telle que nous l'avons trop longtemps connue, inverser la responsabilité, plus rien ne doit être comme avant. Un nouveau jeu, nouveaux joueurs. Turin, Italie. La civilisation avait trop de règles pour moi, alors j'ai fait de mon mieux pour les réécrire. Bill Cosby. Il prit son envol, tourna sur lui-même et le bruit étourdissant devint silence. Dale Bakesmith exécuta parfaitement son saut arrière, ski croisé en X au-dessus de la tête, et atterrit dans le livre des records en passant la ligne d'arrivée. C'était le 16 février 2006. Dale venait de décrocher la médaille d'or de ski à bosse aux Jeux olympiques d'hiver de Turin. Contrairement aux athlètes à plein temps, il n'aurait jamais à retrouver la grisaille du quotidien après son quart d'heure de gloire, pas plus qu'il ne se souviendrait de ce jour comme de l'apogée de sa seule passion. À 21 ans, Dale avait la vie devant lui et une Lamborghini noire qui l'attendait dans son garage. Natif du Canada et pas franchement en avance pour son âge, Dale avait trouvé sa vocation, une start-up Internet, à l'âge de 13 ans. Fort heureusement, il pouvait compter sur un mentor et un partenaire plus expérimenté pour le guider, en la personne de son frère aîné, Jason, 15 ans. Créée pour financer leur rêve de se retrouver sur la plus haute marche du podium, la société deviendrait, 2 ans plus tard seulement, le numéro 3 mondial de son secteur. Alors que ses coéquipiers reprenaient le chemin des pistes pour s'entraîner,
Dale était souvent assis devant son ordinateur, achetant du saké pour des clients japonais. Dans un monde où règne sans partage le travailler plus dur, pas plus intelligemment, il advint que son entraîneur trouva qu'il consacrait trop de temps à ses affaires et pas assez à son entraînement, malgré ses résultats. Au lieu de choisir entre ses affaires et son rêve, Dale opta pour un déplacement latéral avec les deux. La question n'était pas où, mais et. Il ne consacrait pas trop de temps à sa société. Lui et son frère passaient trop de temps avec des Canadiens. En 2002, ils élirent donc domicile dans la capitale mondiale du ski, l'Australie, dont l'équipe était plus petite, plus souple et entraînée par une légende. 3 petites années plus tard, Dale obtenait la nationalité australienne, luttait pied à pied avec ses anciens coéquipiers et devenait le premier Australien de l'histoire à remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver. Depuis, Dale est une célébrité au pays des kangourous et du surf. Pour de bon. Juste à côté de l'édition commémorative d'Elvis Presley, vous pouvez acheter des timbres à son effigie. La gloire a ses avantages. Regardez au-delà des choix qu'on vous présente aussi. Il y a toujours des options latérales. Nouvelle-Calédonie, Pacifique Sud. Dites-vous que votre objectif est d'être deuxième, et c'est exactement ce qui vous arrivera dans la vie. John Fitzgerald Kennedy. Certains individus refusent de démordre de l'idée qu'avec un petit peu plus d'argent, tout irait bien. Leurs objectifs sont des cibles mouvantes arbitraires. 300 000 € à la banque, 1 million d'euros en bourse, 100 000 € par an au lieu de 50 000, etc. L'objectif de Julie se suffisait à lui-même. Rentrer chez elle avec autant d'enfants qu'elle était partie. S'enfonçant dans son siège, à côté de son mari endormi, elle regarda de l'autre côté de l'allée et compta, comme elle l'avait fait des milliers de fois, 1, 2, 3, ouf. Dans 12 heures, ils seraient tous de retour à Paris, sains et saufs. En supposant, naturellement, que l'avion à bord duquel ils avaient quitté la Nouvelle-Calédonie ne se fende pas par le milieu. Nouvelle-Calédonie ? Nichée sous les tropiques de la mer de Corail, la Nouvelle-Calédonie est un territoire français. C'est là que Julie et Marc venaient de vendre le voilier sur lequel ils avaient parcouru plus de 20 000 kilomètres autour du monde. Naturellement, rentrer dans leur fonds faisait partie de leur plan. L'un dans l'autre, leur exploration de 15 mois, des canaux de Venise aux côtes tribales de la Polynésie, avait coûté entre 18 000 et 19 000 €. Moins que le loyer et la nourriture à Paris. Pour la plupart des gens, une telle aventure est impossible. Mais une fois de plus, la plupart des gens ne savent pas que plus de 300 familles larguent chaque année les amarres en France pour faire la même chose. Ils avaient rêvé de ce voyage pendant près de 20 ans. Un rêve relégué au dernier rang d'une liste toujours plus longue de responsabilités. Chaque instant qui passait apportait 100 nouvelles bonnes raisons de le remettre à plus tard. Et puis un jour, Julie s'était rendue compte que si elle ne le faisait pas maintenant, elle ne le ferait jamais. Les bonnes raisons, légitimes ou non, ne feraient que continuer à s'additionner et à entamer sa conviction que le grand départ était possible. 1 an de préparation et une croisière d'essai d'1 mois avec son mari plus tard, ils s'embarquaient pour le voyage de leurs rêves. L'ancre à peine relevée, Julie prit conscience que, bien loin d'être une raison pour ne pas voyager et chercher l'aventure, les enfants étaient peut-être la meilleure raison de toutes de faire les deux. Avant le voyage, ces 3 petits garçons se battaient comme des chiffonniers à la moindre occasion. En apprenant à vivre ensemble dans une chambre à coucher flottante, ils acquirent la patience, pour leur plus grand bien et celui de la santé mentale de leurs parents. Avant le voyage, lire leur semblait à peu près aussi séduisant que manger du sable. Face à l'immensité bleue, tous 3 apprirent à aimer les livres. Les retirer de l'école pour 1 an et leur faire connaître de nouveaux environnements leur avait plus apporté que tout ce qu'ils avaient vécu jusque-là. Assise dans l'avion du retour, Julie regardait les nuages, pensant déjà à leur nouveau projet. Trouver un endroit à la montagne et skier toute l'année, en utilisant les revenus d'un atelier de gréement pour financer les pistes et d'autres voyages. Art de vivre, mode d'emploi. Fini d'aller chercher mon fils à l'école à l'autre bout de la ville et de slalomer comme une folle sur des routes glissantes pour retourner au bureau avec lui, finir mon travail. Ma mini-retraite nous a conduits tous les deux dans un pensionnat pas comme les autres, où enfants et adultes s'inventaient un nouvel art de vivre au soleil de la Floride, dans une forêt magnifique. Vous n'aurez pas de problème pour trouver des écoles susceptibles d'accueillir vos enfants pendant votre séjour. Les écoles alternatives, notamment, sont souvent animées par un fort esprit d'entraide et vous ouvriront grand leurs portes. Certaines vous proposeront même un job, histoire de vivre l'aventure aux côtés de vos enfants. Deb. Tim,
Ton livre et ton blog m'ont décidé à quitter mon boulot, écrire 2 e-books, sauter en parachute, parcourir l'Amérique du Sud sac au dos, vendre tout le fouillis qui encombrait ma vie et mettre sur pied une conférence annuelle des meilleurs profs de dating. Mon activité principale, lancée il y a 3 ans. Le meilleur? Je n'ai toujours pas de quoi m'offrir un verre. Merci encore, mon pote. Anthony. Chapitre 2. Des règles qui changent les règles. La raison du plus grand nombre a toujours tort. Je ne peux pas vous donner la recette de la réussite, mais je peux vous donner la recette de l'échec. Essayez de faire plaisir à tout le monde, tout le temps. Herbert Bayersdorff. Tout ce qui est populaire est mauvais. Oscar Wilde. Se jouer des règles. En 1999, quelque temps après avoir quitté mon 2e boulot rasoir et mangé des sandwichs au beurre de cacahuète pour me réconforter, j'ai décroché une médaille d'or de boxe chinoise, Sanshou. Non pas parce que je savais jouer habilement de mes pieds et de mes poings, Dieu m'en préserve. Cela semblait un brin dangereux vu que je m'étais lancé dans l'aventure sur un défi avec en tout et pour tout 4 semaines de préparation. Sans compter que j'ai une tête de pastèque. C'est une grosse cible. J'ai gagné en lisant les règles et en cherchant des brèches inexploitées. En l'occurrence, 1. Les pesées ont lieu la veille du match. Grâce à des techniques de déshydratation utilisées par les haltérophiles d'élite et les lutteurs olympiques, j'ai perdu 14 kilos en 18 heures, ai été pesé à 82,5 kilos et me suis super hydraté jusqu'à 96,5 kilos. Pas facile de se battre contre quelqu'un qui est 3 catégories au-dessus de vous, pauvre petit. 2. Il y avait une astuce dans le texte écrit en tout petit. Si un des combattants tombe 3 fois de la plateforme au cours du même round, son adversaire est déclaré vainqueur. J'ai décidé de faire de ce petit détail technique mon arme principale et j'ai fait tomber mes adversaires. Comme vous l'imaginez, les juges chinois n'étaient pas ravis. Le résultat? J'ai gagné tous mes matchs par KO technique et je suis rentré à la maison avec le titre de champion national, chose que 99% de ceux ayant 5 à 10 ans d'expérience avaient été incapables de faire. Mais, me demanderez-vous, virer ses adversaires du ring, n'est-ce pas repousser un peu trop loin les frontières de l'éthique? En aucun cas. C'est juste être créatif tout en respectant les règles. Il ne faut pas confondre règlement et règles personnelles. Voyez plutôt cet exemple tiré du site officiel du mouvement olympique, www.olympique.org. Les Jeux olympiques de Mexico en 1968 marquent le début de la carrière internationale de l'Américain Dick Fosbury et de son célèbre Fosbury Flop qui allait révolutionner le saut en hauteur. À l'époque, les sauteurs s'élançaient en ciseaux depuis leur pied d'appel, lançant leur autre pied au-dessus de la barre, ce qui leur permettait de se recevoir sur leurs 2 pieds. Fosbury, lui, opta pour une technique bien différente. Il courait à toute allure jusqu'à la barre et prenait appui sur son pied droit, pied extérieur, en opérant une pirouette pour se présenter dorsalement la tête la première au-dessus de la barre. Les entraîneurs hochèrent la tête d'un air dubitatif, mais le public, lui, ne s'y trompa pas. Littéralement captivés par le sauteur, les spectateurs accompagnèrent chacun de ces sauts d'un « olé » retentissant. Fosbury passa toutes les barres jusqu'à 2,22 m et décrocha la médaille d'or, établissant un record personnel à 2,24 m. En 1980, 13 des 16 finalistes olympiques à la hauteur utilisaient le Fosbury Flop. Les techniques de perte de poids et de déstabilisation de l'adversaire que j'ai utilisées sont devenues des pratiques courantes dans les compétitions de Sanshou. Je n'ai pas provoqué cette évolution, je l'ai seulement anticipée en expérimentant une façon de faire plus efficace. Les sports évoluent quand on ose tuer les vaches sacrées et remettre en question les hypothèses de base. C'est tout aussi vrai de la vie et de l'art de vivre. Remettre en cause le statu quo. La plupart des gens marchent sur leurs jambes. Est-ce à dire que je marche sur les mains? Que je mets mes sous-vêtements sur mes vêtements sous prétexte d'être différent? Non, généralement pas. Marcher sur mes jambes et garder mon cache-sexe à l'intérieur m'a plutôt bien réussi jusqu'ici. Si ce n'est pas cassé, je ne répare pas. Mais différent, oui, quand c'est plus efficace et plus drôle. Si tout le monde définit un problème ou le résout d'une certaine manière et que les résultats ne valent pas tripette, alors oui, il faut se demander « et si on faisait l'inverse ?» Ne suivez pas un modèle qui ne fonctionne pas. Si la recette est nulle, que vous soyez bon ou mauvais cuisinier n'y changera rien. Lorsque j'étais dans la vente de matériel de stockage de données, mon premier boulot après la fac,
Je me suis aperçu que la plupart des appels de prospection n'atteignaient pas la personne souhaitée pour une raison, les barrages. En téléphonant simplement entre 8h et 8h30 et 18h et 18h30, soit 1 heure au total, je pouvais éviter les secrétaires et obtenir 2 fois plus de rendez-vous que les directeurs des ventes qui appelaient de 9h à 17h. En d'autres termes, j'obtenais 2 fois plus de résultats en 8 fois moins de temps. Du Japon à Monaco, des mères célibataires globetrotters aux pilotes de voitures de course multimillionnaires, les règles élémentaires des nouveaux bienheureux sont étonnamment uniformes et évidemment divergentes de ce que fait le reste du monde. Les 10 règles ci-après sont les briques de différenciation de base à garder en mémoire tout au long de ce livre. 1. La retraite est une assurance contre le scénario du pire. Planifier sa retraite, c'est un peu comme une assurance vie. Il ne faut y voir rien d'autre qu'une protection contre le scénario le pire. En l'occurrence, être dans l'incapacité de travailler et avoir besoin d'un réservoir de capital pour survivre. La retraite comme but ou rédemption finale ne tient pas la route pour au moins 3 bonnes raisons. Elle repose sur l'hypothèse que vous n'aimez pas ce que vous faites pendant les années où vous êtes au maximum de vos capacités physiques. C'est rédhibitoire, rien ne peut justifier pareil sacrifice. La plupart des gens ne seront jamais en mesure de prendre leur retraite et d'avoir autre chose qu'un train de vie médiocre. Même 1 million n'est pas grand-chose dans un monde où une retraite peut durer 30 ans et où l'inflation réduit votre pouvoir d'achat de 2 à 4% par an, c'est mathématique. L'âge d'or se ramène à une vie de classe moyenne médiocre revisitée, une fin au goût amer. Si les chiffres collent, c'est que vous êtes une machine ambitieuse qui travaille sans compter. Si c'est le cas, devinez quoi? Une semaine après avoir pris votre retraite, vous vous ennuierez tellement que vous aurez envie de vous coller des rayons de vélo dans les yeux. Vous opterez probablement pour la quête d'un nouvel emploi ou la création d'une autre entreprise. À quoi ça sert d'attendre, vous voulez me dire? Je ne suis pas en train de vous conseiller de ne pas prendre vos dispositions pour le scénario du pire. J'ai atteint la limite de mon plan 401K et j'ai des plans d'épargne retraite personnelle que j'utilise essentiellement pour payer mes impôts. Mais ne commettez pas l'erreur de considérer la retraite comme le but. 2. L'intérêt et l'énergie sont cycliques. Si je vous offrais 10 millions d'euros pour travailler 24 heures sur 24 pendant 15 ans et puis prendre votre retraite, accepteriez-vous? Non, naturellement, vous ne le pourriez pas. Ce n'est pas viable. Pas plus que ne l'est ce que la plupart définissent comme une carrière. Faire la même chose 8 heures par jour jusqu'à ce que vous vous écrouliez ou que vous ayez suffisamment d'argent sur votre compte en banque pour vous arrêter définitivement de travailler. Sinon, vous voulez m'expliquer pourquoi mes amis trentenaires ressemblent tous à un croisement entre bébé et Clint Eastwood? C'est affreux. Vieillissement prématuré à grand renfort de frappuccino ultra mauvais pour les artères et de charges de travail insurmontables. Alterner les périodes d'activité et de repos est nécessaire pour survivre, sans parler de s'épanouir. Capacité, intérêt, endurance mentale, tout cela croît et décroît. Tenez-en compte. Les nouveaux bienheureux visent à répartir des mini-retraites tout au long de leur vie au lieu de thésauriser récupération et plaisir pour l'or stupide de la retraite. En travaillant seulement lorsque vous êtes le plus efficace, la vie est à la fois plus productive et plus agréable. Le beurre et l'argent du beurre, en somme. En ce qui me concerne, mon but est désormais d'alterner un mois de vie à l'étranger ou d'apprentissage intensif, tango, boxe, que sais-je, avec 2 mois de projet professionnel. 3. Moins n'est pas paresse. Ne confondons pas tout. Travailler moins n'est pas paresse lorsque le travail en question n'a aucun sens et que vous le remplacez par des choses qui comptent réellement pour vous. Une idée difficile à accepter pour la plupart parce que notre culture tend à récompenser le sacrifice personnel plutôt que la productivité individuelle. Peu de gens choisissent, ou ont la possibilité de le faire, de mesurer les résultats de leurs actions et donc leur contribution en termes de temps. Davantage de temps signifie davantage d'estime de soi et davantage de soutien de la part de ceux qui sont au-dessus et autour de vous. Les nouveaux bienheureux, bien qu'ils passent moins d'heures au bureau, produisent davantage de résultats qui ont un sens qu'une dizaine de non-nouveaux bienheureux réunis. Je propose donc que nous adoptions une nouvelle définition de la paresse. Supporter une existence non idéale et laisser les circonstances ou les autres décider de votre vie pour vous, ou amasser une fortune tout en traversant la vie comme un spectateur derrière une fenêtre de bureau. La taille de votre compte en banque n'y change rien, pas plus que le nombre d'heures que vous passez sur Internet à gérer des courriels sans importance ou des vétilles. Essayez donc d'être productif plutôt qu'occupé. 4. Ce n'est jamais le bon moment.
J'ai un jour demandé à ma maman comment elle avait décidé quand avoir son premier enfant, moi en l'occurrence. La réponse a été simple. Nous voulions un enfant et nous nous sommes dit que cela ne servait à rien d'attendre. Ce n'est jamais le bon moment pour avoir un enfant. Et oui, pour toutes les choses les plus importantes, le moment est toujours mauvais. Attendre le bon moment pour quitter votre boulot? Les étoiles ne s'aligneront jamais et les feux rouges de la vie ne passeront jamais au vert en même temps. L'univers ne conspire pas contre vous, mais il ne se met pas non plus en quatre pour vous faciliter les choses. Les conditions ne sont jamais parfaites. Un jour est une maladie qui emportera vos rêves dans votre tombe avec vous. Les listes de pour et de contre ne valent pas mieux. Si c'est important pour vous et que vous voulez le faire, un jour ou l'autre, faites-le aujourd'hui et corrigez le tir chemin faisant. 5. Demandez pardon, pas la permission. Si cela ne doit pas anéantir ce qui vous entoure, lancez-vous et justifiez-vous après. Les gens, parents, conjoints, patrons, rejettent des choses sur une base émotionnelle qu'ils peuvent apprendre à accepter une fois le fait accompli. Si les dégâts potentiels sont limités ou réversibles, ne laissez pas aux autres l'occasion de dire non. La plupart sont promptes à vous arrêter avant que vous ayez commencé, mais hésitant à se mettre en travers de votre chemin une fois que vous êtes lancé. Apprenez à devenir un fauteur de troubles et à vous excuser quand vous vous plantez pour de bon. 6. Misez tout sur vos points forts, n'essayez pas de corriger vos points faibles. La plupart des êtres humains sont bons dans une poignée de choses et très mauvais dans toutes les autres. Je suis très doué pour créer des produits et les vendre, mais parfaitement nul pour ce qui vient après. Mon corps est fait pour soulever des objets lourds et les lancer, et ça s'arrête là. J'ai refusé de l'admettre pendant longtemps. J'ai essayé la natation, un singe en train de se noyer. Le basket, un homme des cavernes. Et puis, je suis devenu boxeur et j'ai pris mon envol. Il est de très loin plus lucratif et plus amusant de capitaliser sur vos points forts que d'essayer de corriger tous vos points faibles. Le choix se pose dans les termes suivants. La multiplication des résultats en utilisant vos atouts ou l'amélioration incrémentale en corrigeant des faiblesses pour, au mieux, atteindre la médiocrité. Concentrez-vous sur une utilisation optimale de vos meilleures armes au lieu d'essayer de réparer en permanence. 7. Trop, c'est trop. Il est possible d'avoir trop d'une bonne chose. Dans l'excès, la plupart des actions et des possessions prennent les caractéristiques de leur opposé. Ainsi, les pacifistes deviennent des militants. Les combattants de la liberté deviennent des tyrans. Les bénédictions deviennent des malédictions. L'aide devient une entrave. Plus devient moins. Trop et trop souvent, ce que vous voulez devient ce que vous ne voulez pas. C'est vrai des possessions et même du temps. L'art de vivre, dès lors, ne s'intéresse pas à créer un excès de temps oisif, qui est poison, mais à l'utilisation positive du temps libre, en d'autres termes, faire ce que vous voulez, par opposition à ce que vous vous sentez obligé de faire. 8. L'argent seul n'est pas la solution. Il y a beaucoup à dire sur le pouvoir de l'argent comme monnaie. J'en suis un inconditionnel. Mais en accumuler toujours plus n'est pas la réponse aussi souvent qu'il nous plaît de le penser. C'est en partie de la paresse. Si seulement j'avais plus d'argent, est le moyen le plus facile de remettre à plus tard l'intense introspection et la prise de décision nécessaires pour créer une vie de plaisir maintenant et pas plus tard. En utilisant l'argent comme bouc émissaire et le travail comme routine qui dévore tout, nous pouvons commodément nous dénier le temps de faire autrement. John, j'adorerais te parler du vide effroyable que je sens dans ma vie, le désespoir qui me frappe au visage chaque fois que j'allume mon ordinateur le matin, mais j'ai tellement de travail. Au moins 3 heures de courriel sans intérêt avant d'appeler les prospects qui m'ont dit non hier. Faut que j'y aille. Mettez la tête dans le guidon de la roue de l'argent, faites comme si c'était la solution à tout et vous créez avec talent une distraction permanente qui vous empêche de voir combien tout cela est vain. Au fond de vous-même, vous savez que ce n'est qu'une illusion, mais il est facile de l'oublier quand on est cerné d'individus qui participent au même jeu de dupes. Le problème va plus loin que l'argent. 9. Le revenu relatif est plus important que le revenu absolu. Parmi les diététiciens et les nutritionnistes, il y a un débat sur la valeur d'une calorie. Une calorie est-elle une calorie, de la même manière qu'une rose est une rose? La perte de poids se résulte-t-elle à brûler plus de calories qu'on consomme, ou la source de ces calories est-elle importante? Sur la base de mon travail avec des athlètes de haut niveau, je sais que c'est la dernière réponse qui est la bonne. Qu'en est-il du revenu? 1 euro est-il 1 euro? Les nouveaux bienheureux ne le pensent pas. Voyons les choses sous l'angle d'un problème mathématique de cours élémentaire.
Deux hommes qui travaillent dur se dirigent l'un vers l'autre. L'homme A se déplace à 80 heures par semaine, l'homme B à 10 heures par semaine. Ils gagnent tous les deux 50 000 € par an. Qui sera le plus riche lorsqu'ils se croiseront au milieu de la nuit? Si vous avez répondu l'homme B, bravo. Et là réside la différence entre le revenu absolu et le revenu relatif. Le revenu absolu est mesuré à l'aide d'une sainte et indéfectible variable. L'euro brut est tout-puissant. Une telle gagne 100 000 € par an et elle est donc 2 fois plus riche qu'un tel qui gagne 50 000 € par an. Le revenu relatif utilise deux variables, l'euro et le temps, généralement mesuré en heures. Le concept par an est totalement arbitraire et nous aveugle d'autant plus facilement. Intéressons-nous au fond des choses. Une telle gagne 100 000 € par an, 2 000 € pour chacune des 50 semaines de l'année et elle travaille 80 heures par semaine. Une telle gagne donc 25 € de l'heure. Un tel gagne 50 000 € par an, 1 000 € pour chacune des 50 semaines de l'année, mais il travaille 10 heures par semaine et gagne donc 100 € de l'heure. En termes de revenu relatif, un tel est 4 fois plus riche. Naturellement, le revenu relatif doit s'élever au montant minimum nécessaire pour atteindre vos objectifs. Si je gagne 100 € de l'heure, mais que je travaille seulement 1 heure par semaine, je vais avoir du mal à m'éclater comme une superstar. En supposant que le revenu absolu total corresponde à ce qu'il me faut pour vivre mes rêves, pas un point de comparaison arbitraire avec les autres, le revenu relatif est le véritable étalon de la richesse pour les nouveaux bienheureux. Les nouveaux bienheureux iconoclastes qui occupent le haut du classement gagnent au moins 5 000 € de l'heure. En sortant de la fac, j'ai commencé à 5 €. Je vous ferai approcher des 5 000 €. 10. Mauvais stress, bon stress. Comme ne le savent pas nécessairement les bipèdes fous de bon temps, le stress n'est pas toujours une mauvaise chose. De fait, les nouveaux bienheureux ne cherchent pas à éliminer tout stress de leur vie. Tant s'en faut. Il existe deux types de stress, aussi différents l'un de l'autre que l'euphorie l'est de son opposé méconnu, la dysphorie. Le distress, ou mauvais stress, désigne des stimuli nocifs qui vous affaiblissent, diminuent votre confiance en vous et vos capacités. La critique destructrice, les patrons abusifs, se casser la figure dans la rue en sont des exemples. Ce sont des choses que nous voulons éviter. Le stress, ou stress positif en revanche, est un mot que la plupart d'entre vous n'avaient sans doute jamais entendu. EU, préfixe grec pour sain, est utilisé dans le même sens que dans le mot euphorie. Les modèles qui nous poussent à dépasser nos limites, l'entraînement physique qui nous ôte des bourrelets de graisse et les risques qui élargissent notre sphère d'action confortable sont autant d'exemples de stress positif. Un stress bon pour la santé et qui stimule le développement. Les gens qui fuient toute critique échouent. C'est la critique destructive que nous devons fuir, pas la critique en bloc. De la même manière, il n'y a pas de progrès sans stress positif et le plus de stress nous pouvons créer ou appliquer à nos vies, le plus vite nous réaliserons nos rêves. Le tout est de savoir distinguer les deux. Les nouveaux bienheureux mettent autant d'énergie à supprimer le mauvais stress qu'à trouver du stress positif. Q&A, questions et actions. 1. En quoi être réaliste ou responsable vous a-t-il empêché de vivre la vie que vous vouliez? 2. En quoi faire ce que vous devez faire s'est-il traduit par des expériences nulles ou le regret de ne pas avoir fait autre chose? 3. Pensez à ce que vous faites et demandez-vous « Que se passerait-il si je faisais l'inverse de ce que font les gens autour de moi? Qu'est-ce que je sacrifie si je continue sur cette voie pendant 5, 10 ou 20 ans ?» Chapitre 3. Passer entre les balles. Regardez la peur en face et échapper à la paralysie. Beaucoup de faux pas ont été faits en restant immobile. Proverbe dans un bonbon. Ta peur doit nommer avant de pouvoir la chasser. Yoda, Star Wars, l'Empire contre-attaque. Rio de Janeiro, Brésil. Plus que 2 mètres. Ça se rapproche à toute vitesse. Cours! Cours! Hans ne parlait pas portugais, mais le sens ne faisait pas de doute. Magne-toi. Ses baskets prirent solidement appui sur la roche pointue et il poussa sa poitrine en avant vers 3000 pieds de vide. Il retint sa respiration sur le dernier pas et la panique lui fit presque perdre conscience. Sa vision se brouilla, se rétrécissant sur une seule épingle de lumière et puis il flotta. L'immensité bleue frappa son champ de vision un instant après qu'il avait pris conscience que le courant thermique ascendant les emportait
lui et les ailes de son parapente. La peur était derrière lui, au sommet de la montagne. Plusieurs milliers de pieds au-dessus de la forêt tropicale resplendissante et des plages immaculées de Copacabana, Hans Killing avait vu la lumière. C'était un dimanche. Le lundi, Hans retrouva son cabinet d'avocat de Century City, le havre chic d'entreprise de Los Angeles, et remit sans tarder son préavis de 3 semaines. Pendant près de 5 ans, il avait regardé son réveil tous les matins avec la même angoisse. Il va falloir que je continue ça pendant 40 ou 45 ans? Une fois, il avait dormi par terre sous son bureau après un projet exténuant à demi achevé pour reprendre le collier de plus belle le lendemain matin. Ce matin-là, il s'était fait une promesse. Encore 2 coups du même acabit et je mets les voiles. Le coup numéro 3 avait frappé la veille de son départ en vacances au Brésil. Nous nous faisons tous ce genre de promesses, et Hans, lui non plus, n'y avait pas manqué. Mais cette fois, les choses n'étaient plus tout à fait comme avant. Il était différent. Il avait pris conscience de quelque chose en descendant en cercle lent vers la terre, que les risques sont beaucoup moins effrayants une fois que vous les avez pris. Ses collègues lui tinrent un langage sans surprise, lui disant qu'il fichait tout en l'air. Il était avocat, en route vers les sommets. Que voulait-il donc de plus? Hans ne savait pas très bien ce qu'il voulait, mais il y avait goûté. En revanche, il savait parfaitement ce qui l'ennuyait à pleurer et il ne voulait plus en entendre parler. C'en était fini de vivre parmi les morts vivants, fini les dîners au cours desquels ses collègues comparaient leurs voitures, n'en finissant pas de gloser sur l'achat d'une nouvelle BMW jusqu'à ce que quelqu'un achète une Mercedes plus chère. Terminé. Immédiatement, un étrange changement s'enclencha. Pour la première fois depuis très longtemps, Hans se sentait en paix avec lui-même et ce qu'il faisait. Il avait toujours été terrifié par les turbulences en avion, mais à présent, il pouvait traverser une violente tempête endormi comme un bébé. Étrange, vraiment. Plus d'1 an plus tard, il recevait toujours des propositions d'embauche de cabinet d'avocats, mais à ce moment-là, il avait lancé Nexus Surf, une société de séjour de surf de luxe dans le paradis tropical de Florianopolis, au Brésil. Il avait rencontré la femme de ses rêves, Tatiana, une carioca à la peau caramel, et passait l'essentiel de son temps à se détendre sous les cocotiers ou à offrir à ses clients les meilleurs moments de leur vie. Était-ce là ce qu'il avait tant redouté? Désormais, il retrouve souvent son ancien moi dans les avocats et autres médecins malheureux et surmenés qu'il emmène en mer. En attendant la vague, il laisse libre cours à leurs vraies émotions. « Bon sang, comme j'aimerais faire ce que vous faites !» Il leur fait toujours la même réponse. « Vous pouvez ?» Le soleil déclinant se reflète sur la surface de l'eau, cadre paisible à un message dont il sait qu'il est vrai. Ce n'est pas renoncer que mettre votre chemin actuel en mode pause infinie. S'il le voulait, il pourrait reprendre sa carrière d'avocat exactement là où il l'a laissée, mais cela ne lui effleure même pas l'esprit. Comme il pagaie vers le rivage après une séance inoubliable, ses clients reprennent leurs esprits et se ressaisissent. Ils posent le pied sur le rivage et les griffes de la réalité reprennent leurs droits. J'aimerais bien, mais je ne peux vraiment pas tout gâcher. Hans ne peut s'empêcher de rire. Le pouvoir du pessimisme, définir le cauchemar. L'action n'apporte pas toujours le bonheur, sans doute, mais il n'y a pas de bonheur sans action. Benjamin Disraeli. Faire ou ne pas faire. Essayer ou ne pas essayer. La plupart des gens opteront pour l'inaction, qu'ils se considèrent comme courageux ou pas. L'incertitude et la perspective de l'échec peuvent être des bruits effrayants dans l'ombre. La plupart des êtres humains donnent la préférence à l'insatisfaction sur l'incertitude. Pendant des années, je me suis fixé des objectifs. J'ai pris des résolutions pour changer de direction, en vain. J'étais tout bonnement aussi peu sûr de moi-même et aussi effrayé que le reste du monde. La solution toute bête m'est venue par hasard il y a 4 ans. À l'époque, j'avais plus d'argent que je ne pouvais en dépenser, je gagnais environ 70 000 € par mois, et j'étais complètement désespéré, au plus bas. Je n'avais pas de temps et je travaillais comme un dingue. J'avais créé mon entreprise seulement pour me rendre compte qu'elle était quasiment impossible à vendre. Aïe! Je me sentais à la fois stupide et pris au piège. Je devrais pourtant arriver à trouver une solution, me disais-je. Pourquoi suis-je aussi bête? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Allez, que diable, du nerf et des coups de pied aux fesses. Qu'est-ce que j'ai qui ne tourne pas rond? La vérité, c'est que je n'avais rien qui ne tournait pas rond. Je n'avais pas atteint ma limite. J'avais atteint la limite de mon modèle économique d'alors. Ce n'était pas le chauffeur, mais le véhicule.
Au cours des jeunes années de l'entreprise, j'avais commis des erreurs irréparables, qui m'interdisaient à tout jamais de la vendre. J'aurais beau engager des elfes magiques et brancher mon cerveau sur un super ordinateur, cela n'y changerait rien. Mon petit bébé souffrait de graves malformations congénitales. La question devenait donc, comment me libérer de ce Frankenstein tout en le rendant autosuffisant? Comment échapper aux griffes de la drogue du travail et de la peur que l'entreprise s'écroule si je ne m'occupais pas d'elle 15 heures par jour? Comment briser les chaînes de cette prison que j'avais construite? Un voyage, décidai-je. Voilà ce que j'allais faire. Une année sabbatique autour du monde. Et donc, je suis parti en voyage, pas vrai? Laissons cela de côté pour l'instant, j'y reviendrai. Pour commencer, il m'a semblé prudent de brasser du vent avec ma honte, ma gêne et ma colère pendant 6 mois, m'ingéniant à trouver 1001 bonnes raisons pour lesquelles ma lubie d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte ne pourrait jamais fonctionner. Une de mes périodes les plus productives, sûr. Et puis un beau jour, en pleine béatitude de tableau cauchemardesque de mon avenir, une idée de génie m'est venue. Ce fut, à n'en pas douter, un grand moment de ma phase « Ne sois pas heureux, prends-toi la tête ». Pourquoi ne pas essayer de définir précisément le cauchemar, à savoir la pire chose qui puisse se produire à cause de mon voyage? Pas de doute, ma boîte pouvait s'écrouler pendant mon séjour à l'étranger. Et s'écroulerait probablement. Une lettre avec AR finirait bien par ne pas me parvenir et je serais poursuivi en justice. Mon entreprise serait fermée et les stocks resteraient à pourrir sur les étagères pendant que je me tournerais les pouces dans une solitude désespérée sur quelques rivages froids d'Irlande. À sangloter sous la pluie, j'imagine. Mon compte en banque se dégonflerait de 80% et je me ferais voler ma voiture et ma moto. Quelqu'un me cracherait sur la tête depuis la terrasse d'un immeuble de 50 étages pendant que je filerais des restes à un chien errant qui, mort de trouille, me mordrait alors sauvagement au visage. Non, la vie n'est vraiment pas tendre. Dompter la peur égale définir la peur. Mets de côté un certain nombre de jours au cours desquels tu pourras te satisfaire de la chair la plus maigre et la plus misérable, où tu te diras « Est-ce là la condition que je redoutais ?» Sénèque. C'est alors qu'une chose étrange se produisit. Dans ma quête insatiable pour me rendre malheureux, j'ai malgré moi commencé à faire marche arrière. Je n'avais pas plutôt affronté le vague malaise en définissant mon cauchemar qu'entreprendre ce voyage m'inquiétait beaucoup moins. Soudain, j'ai commencé à envisager des mesures simples qui me permettraient de préserver ce qu'il me restait et de me remettre sur les rails si le ciel s'effondrait. Je pourrais toujours prendre un boulot de barman pour payer le loyer s'il le fallait, vendre des meubles et dîner moins souvent au restaurant, voler l'argent de la cantine des bambins qui passaient sous mes fenêtres tous les matins. Les options ne manquaient pas. J'ai pris conscience qu'il ne serait pas si difficile que ça de reprendre là où j'en étais, sans parler de survivre. Aucune de ces choses ne serait fatale, tant s'en fallait. Quelques piqûres d'épingle dans le voyage de la vie. J'ai découvert que sur une échelle de 1 à 10, où 1 était zéro effet et 10 chamboulement de vie pour toujours, mon soi-disant scénario du pire pourrait avoir un impact temporaire de 3 ou 4. Je suis intimement convaincu que cela est vrai pour la plupart d'entre nous et la plupart des prétendus désastres, interprétés comme « ma vie est foutue ». N'oubliez pas que la probabilité que le cauchemar du désastre survienne est de 1 sur 1 million. De l'autre côté, si je réalisais mon scénario du meilleur, ou même seulement un scénario du probable, je pouvais escompter un effet de changement de vie positif permanent de 9 ou 10. En d'autres termes, je risquais un 3 ou un 4 improbable et temporaire pour un 9 ou 10 probable et permanent, sachant qu'il me serait possible de restaurer ma prison d'argent et de travail avec un petit coup de collier si je le souhaitais. Le tout équivalait donc à une prise de conscience d'envergure. Je ne risquais strictement rien, sinon de changer les choses pour le meilleur. C'est là que j'ai pris la décision de faire le voyage et que j'ai acheté un aller simple pour l'Europe. J'ai commencé à planifier mon aventure et à éliminer mes bagages physiques et psychologiques. Aucun de mes désastres n'a montré le bout de son nez et, depuis, ma vie est quasiment un conte de fées. Mes activités se sont mieux portées que jamais et je les ai presque oubliées alors qu'elles finançaient mes voyages autour du monde pendant 15 mois. Débusquer la peur déguisée en optimisme. Il n'y a pas de différence entre un pessimiste qui dit « Oh, c'est sans espoir, inutile de faire quoi que ce soit » et un optimiste qui dit « Inutile de faire quoi que ce soit, de toute façon, tout ira bien. » Dans un cas comme dans l'autre, il ne se passe rien. Yvon Chouinard. La peur avance sous de multiples visages, et nous l'appelons rarement par son nom. C'est que la peur fait plutôt peur.
La plupart des êtres humains doués d'intelligence la déguisent en autre chose, le déni optimiste. La plupart de ceux et celles qui évitent de quitter leur emploi entretiennent l'idée que leur situation s'améliorera avec le temps ou les augmentations de salaire. Idée qui semble pertinente et constitue une hallucination tentante lorsqu'un boulot est juste ennuyeux ou peu motivant. L'enfer, lui, oblige à agir, mais tout ce qui se situe en deçà peut être supporté pourvu qu'on y mette ce qu'il faut de rationalisation intelligente. Pensez-vous réellement que les choses vont s'améliorer ou prenez-vous vos rêves pour une réalité, bonne excuse pour ne pas agir? Quand on est confiant dans un avenir plus radieux, se pose-t-on réellement des questions? Généralement pas. C'est la peur de l'inconnu déguisée en optimisme. Êtes-vous plus heureux aujourd'hui qu'il y a un an, un mois ou une semaine? Non? Eh bien dites-vous que les choses ne s'amélioreront pas toutes seules. Il est grand temps d'arrêter de vous voiler la face et de préparer le grand saut. Sauf à finir comme James Dean, votre vie sera longue. 9h, 19h pendant 40 à 50 ans de vie professionnelle, c'est un sacré bout de temps à vous morfondre si la cavalerie n'arrive pas. En gros, 500 mois de bagne. Combien vous en reste-t-il à accomplir? Il est probablement temps de briser vos chaînes. Qu'on appelle le maître d'hôtel. Vous avez le confort. Vous n'avez pas le luxe. Et ne me dites pas que l'argent a quoi que ce soit à y voir. Le luxe que je prône n'a rien à voir avec l'argent. Il ne s'achète pas. Il est la récompense de ceux qui n'ont pas peur de l'inconfort. Jean Cocteau. Parfois, le timing est parfait. Il y a des centaines de voitures en train de tourner sur le parking et quelqu'un sort de sa place à 20 mètres de l'entrée juste au moment où vous arrivez dans son pare-choc. Un autre miracle de Noël. D'autres fois, le timing pourrait être meilleur. Le téléphone sonne pendant que vous faites l'amour et semble ne jamais vouloir se taire. Le livreur arrive 10 minutes trop tard, et voilà comment de bons moments sont gâchés. Jean-Marc Hachet a posé le pied en Afrique de l'Ouest comme bénévole avec l'espoir d'aider. De ce point de vue, il n'aurait pu choisir meilleur moment. Il est arrivé au Ghana au début des années 1980, au beau milieu d'un coup d'État, à l'apogée de l'hyperinflation et juste à temps pour vivre la sécheresse la plus sévère que le pays ait connue depuis 10 ans. Pour ces mêmes raisons, d'aucuns considéreraient ce timing comme particulièrement mauvais du point de vue plus égoïste de la survie. Il n'avait pas eu non plus le mémo. Le menu national avait changé et le pays était à court de produits de luxe comme le pain et l'eau potable. Il allait devoir survivre pendant 4 mois en se nourrissant exclusivement d'une concoction vaguement liquide de farine de maïs et d'épinards. Pas vraiment ce que la plupart d'entre nous choisiraient au cinéma. Incroyable, je peux survivre. Jean-Marc avait passé le point de non-retour, mais peu lui importait. Après 2 semaines à s'habituer au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, bouilli à la ghanéenne, il n'avait aucune envie de prendre ses jambes à son cou. La nourriture la plus élémentaire et des amis se révélèrent être les seules vraies nécessités et ce qui, vu de l'extérieur, avait tout du désastre, fut l'épiphanie la plus décisive qu'il ait jamais connue. Le pire n'était vraiment pas si horrible. Pour profiter de la vie, vous n'avez pas besoin de croire à ces idioties. En revanche, vous avez besoin de maîtriser votre temps et de prendre conscience que la plupart des choses ne sont pas aussi graves que vous voulez bien le croire. À 48 ans, Jean-Marc vit aujourd'hui dans une belle maison en Ontario, mais il pourrait vivre sans. Il a de l'argent, mais s'il tombait demain dans la misère, cela n'aurait aucune importance. Parmi ses souvenirs les plus chers sont toujours ceux qui ne parlent de rien d'autre que d'amis et de gruau. Son seul désir est de créer, pour lui et sa famille, des moments inoubliables et la notion de retraite lui est totalement étrangère. Il a déjà vécu 20 ans de retraite partielle en parfaite santé. Ne gardez pas tout pour la fin. Il y a toutes les raisons de ne pas le faire. Q&A, questions et actions. Je suis un vieil homme qui a connu bien des difficultés, mais la plupart d'entre elles ne se sont jamais produites. Mark Twain. Si vous êtes angoissé à l'idée de faire le grand saut, ou si vous en repoussez simplement le moment par peur de l'inconnu, voici votre antidote. Notez vos réponses sur une feuille de papier et n'oubliez pas que vous creuser les neurones ne sera jamais aussi fructueux ou prolifique que laisser vos idées se répandre sur le papier. Écrivez, ne corrigez pas, visez la quantité. Consacrez quelques minutes à chaque réponse. 1. Définissez votre cauchemar, la pire chose qui puisse advenir si vous faites ce que vous envisagez. Quels doutes, craintes et si vous viennent à l'esprit lorsque vous envisagez les grands changements que vous pouvez ou avez besoin d'apporter à votre vie? Visualisez-les jusque dans les détails les plus pénibles. Serait-ce la fin de votre vie? Quel serait l'impact permanent, à supposer qu'il y en ait un,
sur une échelle de 1 à 10. Ces choses sont-elles vraiment permanentes? Quelles probabilités ont-elles de se produire pour de bon? 2. Quelles mesures pourriez-vous prendre pour réparer les dégâts ou remettre les choses en bonne voie, même de manière temporaire? Il y a toutes les chances que ce soit plus facile que vous ne l'imaginez. Comment pourriez-vous reprendre les choses en main? 3. Quels sont les résultats ou les avantages, ponctuels et permanents, des scénarios les plus probables? Maintenant que vous avez défini le cauchemar, quels sont les résultats les plus probables ou les plus positifs, intérieurs, confiance, estime de soi, etc., ou extérieurs? Quel serait l'impact de ces résultats sur une échelle de 1 à 10? Quelle probabilité y a-t-il que vous puissiez produire au moins un assez bon résultat? Des gens moins intelligents l'ont-ils fait avant vous et ont-ils réussi? 4. Si vous étiez renvoyé de votre travail aujourd'hui, que feriez-vous pour vous en sortir financièrement? Imaginez ce scénario et reprenez les questions 1 à 3. Si vous quittez votre emploi pour explorer d'autres options, comment pourriez-vous par la suite reprendre votre carrière si vous le deviez absolument? 5. Que repoussez-vous par peur? En général, ce que nous avons le plus peur de faire est ce que nous avons le plus besoin de faire. Ce coup de téléphone, cette discussion, c'est la peur de résultats inconnus qui nous retient d'agir. Je répète, et ce ne serait pas bête de vous le tatouer sur le front, ce que nous craignons le plus de faire est généralement ce que nous avons le plus besoin de faire. Comme je l'ai entendu dire, la réussite d'une personne dans la vie se mesure en général au nombre de conversations délicates ou désagréables qu'elle est prête à avoir. Prenez la décision de faire chaque jour une chose que vous redoutez. Je me suis plié à cette discipline en essayant de contacter des stars et des hommes d'affaires célèbres pour qu'ils me donnent des conseils. 6. Qu'est-ce que cela vous coûte, financièrement, émotionnellement, physiquement, de remettre l'action à plus tard? N'évaluez pas seulement les conséquences négatives potentielles de l'action. Il est tout aussi important de mesurer le coût exorbitant de l'inaction. Si vous ne faites pas ces choses dont vous avez envie, où en serez-vous dans 1, 5 et 10 ans? Qu'éprouverez-vous à avoir laissé les circonstances décider de votre destin et permis que passent 10 ans de votre vie, qui n'est pas éternelle, à faire quelque chose qui, vous le savez, ne vous épanouira pas? Si vous pouviez vous projeter dans 10 ans et savoir avec 100% de certitude que c'est un chemin de déception et de regret, et si nous définissons le risque comme la probabilité d'un résultat négatif irréversible, l'inaction est le plus grand de tous les risques. 7. Qu'attendez-vous pour agir? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question autrement qu'en invoquant le concept précédemment rejeté de bon moment, la réponse est simple. Vous avez la trouille, comme tout le monde. Évaluez le coût de l'inaction, prenez conscience de l'improbabilité et de la réversibilité de la plupart des faux pas et développez l'habitude la plus importante de ceux qui y excellent et s'en délectent, l'action. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre. Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description. Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux.